Bonjour, donc je vous fais une vidéo pour faire le point avec vous sur notre nouveau chapitre, notre nouvelle séquence, la séquence 2, le bruit au quotidien. Donc cette vidéo va s'intéresser plus particulièrement à la séance 1, donc le son et son trajet dans l'appareil auditif. L'objectif de cette première séance va être donc d'identifier les caractéristiques du son et son trajet dans l'appareil auditif. Donc, les caractéristiques, ça va être en fait les différents paramètres qui vont permettre de définir, de caractériser, de décrire une onde sonore. Mais avant toute chose, comme chaque nouvelle séquence de PSE, on va commencer par une situation à problème que vous allez devoir analyser. Donc, cette situation à problème se présente de la façon suivante. Vous avez un texte, mais également deux diagrammes. On va d'abord s'intéresser au texte. Donc, je vous laisserai lire le texte. Quelques mots qui peuvent peut-être vous poser problème. Donc, on a le terme séquelle. Donc, une séquelle, c'est une cicatrice au fait qui ne va réellement jamais guérir. Et enfin, on va avoir le terme acouphène qui correspond en fait à un dommage qui a eu lieu au niveau de l'appareil auditif et qui va se manifester par des sifflements en permanence. Donc ces sifflements ne vont pas être perçus par la personne lorsqu'elle est en train de travailler, lorsqu'elle est avec ses amis, puisqu'il y a un environnement, il y a un bruit sonore en fait autour. En revanche, dès que la personne va se retrouver seule dans une pièce, le soir, dans aller se coucher, en salle de bain, enfin, peu importe, dès que cette personne va se retrouver dans un moment de calme, elle va entendre ces sifflements en permanence. Et à l'heure où je vous parle, les acouphènes sont un trouble de l'appareil auditif auquel on n'a toujours pas trouvé de traitement, qu'il s'agisse de traitement médicamenteux ou tout autre traitement ou méthode pouvant calmer ces sifflements. Ensuite, nous avons ces deux diagrammes. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces deux diagrammes proviennent d'un sondage de statistiques réalisé par des élèves. En fait, ces élèves ont réalisé une étude statistique dans leur lycée, dans le département de l'Aisne, donc c'était en 2007. Donc, ces élèves ont décidé de demander au fait, aux lycéens de leur lycée à quel niveau sonore, pardon, ils écoutaient leur musique. Donc, sur une échelle de 1 à 10. Donc, c'est une échelle arbitraire. Ce n'est pas la réelle échelle pour mesurer l'intensité d'un niveau sonore. Néanmoins, cela est assez révélateur de ce que peut subir l'appareil auditif, l'oreille. Alors, vous avez donc sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, le nombre d'élèves, et sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, vous avez cette fameuse échelle qui va de 1 à 10. Donc, si on lit ce premier diagramme, on observe que dans ce lycée, 70 élèves ont répondu écouter la musique sur un niveau sonore qui serait sur 8 sur une échelle de 1 à 10, ce qui représente au final un niveau sonore élevé. On a aussi 5% d'élèves, donc au final un peu moins d'une dizaine d'élèves, pardon, qui estiment écouter la musique avec un niveau sonore très très élevé, puisqu'ils ont mis l'échelle 10 sur 10. Deuxième élément demandé aux élèves, et qui cette fois-ci représenté dans ce diagramme, qui est dit donc diagramme en camembert pour sa forme en rond. Donc cette fois-ci, donc on a demandé aux élèves combien d'heures par jour ils écoutaient la musique. Donc moins d'une heure en vert, 1 à 2 heures par jour en rose, 2 à 3 heures en violet, et enfin un peu 3 heures en bleu. N'hésitez pas, bien évidemment, dans le calme, dans le silence, sans faire trop de bruit, si vous êtes plusieurs à travailler sur l'exercice en même temps, à vous questionner entre vous, à vous demander combien d'heures par jour vous écoutez la musique, et lorsque vous l'écoutez, est-ce que vous estimez l'écouter avec un niveau sonore qui est plutôt moyen, ou au contraire, est-ce que vous pensez écouter la musique avec un niveau sonore élevé, voire très élevé, très élevé. Ok, à partir de cette lecture du texte, vous allez devoir répondre à la question 1 et 2. Donc, méthode la méthode qu'on appelle QQQCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser plus particulièrement à 4 questions. Donc, dans la question 1,
Vous allez devoir me dire d'abord quelle est la nature du problème qui est mis en avant dans la situation que vous venez de me lire. Vous devez me dire ensuite qui est le public concerné. N'hésitez pas à m'apporter des précisions sur ce public. Si vous avez des éléments qui le décrivent précisément, n'hésitez pas à les mettre. Comment? Quelles sont les causes du problème? Donc ici, vous avez identifié le problème et maintenant, je veux que vous me dites quelles sont les causes de ce problème. Donc n'oubliez pas que les causes, ça se situe en amont, avant le problème. On a un problème, avant ce problème, on a des causes. Donc les causes provoquent un problème et le problème provoque quoi? Des conséquences. Donc les conséquences, c'est pour cette question-là. À l'aide de la lecture de la situation, et notamment à l'aide de la question 1, vous allez devoir répondre à la question 2, c'est-à-dire formuler la problématique posée dans la situation. Donc formuler, c'est-à-dire faire une phrase. Formuler quoi la problématique? Une problématique, qu'est-ce que c'est? Une problématique, ça va être une question auquel on veut apporter une réponse, une question que l'on veut, un problème, une question que l'on veut résoudre, pardon. La problématique a la particularité d'être un problème qui va être posé sous forme de question. C'est-à-dire que vous allez devoir m'écrire une phrase qui me présente le problème de la situation sous forme de question. Donc, qui dit question dit que ma phrase va se terminer par un point d'interrogation et que la phrase va commencer par un mot interrogatif. Donc, vous pouvez à la fois utiliser le mot comment, vous pouvez utiliser encore le mot interrogatif en quoi, etc. Je vous laisse choisir le mot qui vous convient le mieux. Ok? Donc, vous essayez de me faire une phrase qui reprend le problème de la situation et ce problème, vous me l'écrivez sous forme de question en choisissant un mot interrogatif que je vous mets ici ou en utilisant un autre mot interrogatif si cela vous semble plus évident. On va maintenant passer à l'activité 2, les caractéristiques du son. On va enfin voir qu'est-ce qui caractérise un son. On va essayer donc d'indiquer ces différentes caractéristiques. Pour cela, pour vous aider à comprendre, vous avez le document 1 qui est organisé de deux façons différentes. On va avoir dans un premier temps un premier paragraphe que voici, qui vous présente, qui vous définit la différence qu'il y a entre un son et un bruit. Deuxième élément de ce document, c'est ce tableau, avec, vous le voyez, des textes à compléter. Un texte à compléter. Vous allez devoir, dans la question numéro 3, compléter ce texte, compléter le document 1. Pour cela, je vous ai mis une vidéo. Donc, il s'agit d'une vidéo, c'est pas sorcier, le bruit. Pour accéder à cette vidéo, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous tapez le nom de la vidéo sur YouTube, soit vous cliquez sur le lien, soit vous recopiez le lien, ce qui peut être un peu long, soit vous avez votre téléphone et vous scannez directement le QR code. Je vous préviens en revanche que la vidéo ne fonctionne pas sur les ordinateurs du lycée. Donc il y a le pare-feu ou l'antivirus, je n'arrive pas très bien à savoir, qui bloque cette vidéo particulièrement. Pourquoi? Je ne sais pas. Néanmoins, la vidéo fonctionne sur mon ordinateur, elle devrait donc fonctionner sur vos tablettes, ordinateurs et téléphones. Pour vous aider, donc la vidéo dure une vingtaine de minutes, c'est l'épisode entier. Mais vous n'avez pas besoin de regarder l'ensemble de l'épisode pour compléter le document 1. Je vous ai mis ici directement les passages à regarder qui vont vous permettre de compléter ce document 1. Toujours dans l'activité 1, on va passer à la question 4, question au cours de laquelle vous allez devoir me préciser la différence entre un son et un bruit. Qu'est-ce qui différencie un son d'un bruit? Qu'est-ce qu'un son? Qu'est-ce qu'un bruit? Qu'est-ce qui les différencie? Enfin, dans la question 5, vous allez devoir caractériser les 4 courbes, les courbes de A à D. Les caractériser, c'est-à-dire me dire pour chacune de ces courbes, quelle est leur intensité, quelle est leur fréquence. Pour déterminer l'intensité, vous allez devoir bien évidemment vous référer au document 1 qui vous donne différentes informations ici. Donc, pour déterminer l'intensité, on va regarder l'amplitude de la courbe. L'amplitude de la courbe pour l'intensité. Est-ce que l'amplitude est plutôt élevée? Est-ce que l'amplitude est plutôt faible? Et enfin, vous allez devoir également me dire, pour chacune de ces courbes, quelle est leur fréquence. C'est-à-dire, quel est au final le nombre de courbes, si vous voulez, d'ondulations qu'on va enregistrer sur un temps t. Au plus on a d'ondulations sur un temps,
au plus la fréquence est élevée. Au plus la fréquence est élevée, au plus un son est aigu. Au moins on a d'ondulation sur un temps t, au plus la fréquence est grave. Ok. Grave, par exemple, ça va être ma voix. Si on essaie de caractériser ma voix, on pourrait dire que j'ai une fréquence qui est plutôt grave. Et enfin, l'intensité, ça va dépendre du niveau de calme que j'ai dans ma classe. Si je n'ai pas un bruit, je vais parler doucement. Il y aura donc une faible amplitude de l'onde sonore. En revanche, si vous êtes 25 à parler en même temps et que je dois crier, l'amplitude de mon onde sonore sera beaucoup plus élevée. On aura donc un son intense et grave puisque j'ai la voix grave. Ok, donc je vous laisse réfléchir à ça et compléter les informations pour ces 4 cours. Ok, on va s'intéresser à l'activité 3. Vous êtes d'accord, enfin, vous êtes d'accord avec moi que le bruit, hein, le son, la musique, peu importe, hein, n'est pas mauvais, n'est pas dangereux pour votre santé, pour votre corps, pour votre appareil auditif en permanence. Il va y avoir au fait des paramètres de dangerosité. Et c'est ce qu'on va essayer d'identifier dans cette troisième activité. Pour identifier ces paramètres, on va donc s'intéresser à ce qu'on appelle les seuils sonores et les seuils de dangerosité. Pour cela, vous avez le document 2 à droite. Donc, je vous laisserai lire le titre. Ce document 2 présente différentes parties. On va d'abord s'intéresser à cette flèche, qui est une échelle qui représente les décibels, c'est-à-dire l'intensité d'un son. Au plus le décibel est élevé, au plus le son est fort, est intense. À gauche, ici, vous avez des exemples de bruit, de son que vous allez retrouver dans le lieu de travail. Par exemple, un atelier de chaudronnerie a un niveau sonore aux alentours de 100 décibels. Ça correspond au bruit plutôt que peut émettre un klaxon de voiture ou que l'on peut enregistrer dans une bibliothèque. Donc ici, vous avez des exemples de bruit, de son dans le travail. Ici, des exemples de bruit, de son au quotidien de votre vie. Et enfin, ici, vous avez les effets sur la conversation. Donc, l'année dernière, j'avais enregistré avec notre classe à quel niveau sonore était enregistré dans la salle lorsque 25 élèves parlaient en même temps. Et on avoisine les 80 décibels. Lorsqu'une classe de 25 élèves parle en même temps sans chuchoter, on avoisine les 80 décibels. C'est-à-dire le seuil d'alerte. À partir de ce seuil, à partir de ce décibel-là, à partir de 80 décibels, il faut considérer que le bruit, le son, est dangereux pour votre appareil auditif. Si vous regardez bien, le seuil d'alerte est à 80 et le seuil de danger est à 85. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes exposé à un son de 80 décibels, il faudrait s'éloigner du niveau sonore, faire quelque chose pour ne pas atteindre ces fameux 80 décibels qui sont synonymes de seuil de danger et donc de réel impact sur votre audition, sur votre appareil auditif. Et enfin, lorsqu'on atteint les 130 décibels, on est ce qu'on appelle le seuil de douleur. C'est-à-dire qu'on va avoir une douleur au niveau de l'oreille. Ce qui est, on va dire, vicieux avec l'appareil auditif, avec notre oreille, c'est que ce n'est pas parce qu'on se situe avant ce seuil de douleur qu'il n'y a pas de dommage dans notre oreille. C'est bien le problème. C'est que même si on n'a pas une sensation de douleur directement, il va y avoir des dégâts internes de notre appareil auditif. C'est là en fait tout le piège. C'est que l'on se pense protégé, on se pense invulnérable, on va dire, ou du moins pas mis en danger. Et au final, même si on n'a pas une douleur qui est associée, on va avoir des dommages à l'intérieur de notre appareil auditif. Je vous laisserai lire ce petit paragraphe qui est assez intéressant, hein, qui vous dit au fait que si l'on associe, si l'on juxtapose, si l'on additionne deux sources avec un même niveau sonore, on ne va pas avoir une addition des décibels, mais plutôt une augmentation de 3 décibels. Donc, je vous laisserai lire cela. On vous en parle également dans la vidéo C'est pas sorcier que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez l'occasion et le temps de la regarder, de l'écouter un peu plus longtemps, vous verrez qu'on vous reparle de ça dans la vidéo. Donc, à partir de ce document 2, vous allez devoir faire la question 6. Indiquer, avec le document 2, à quel niveau sonore
exprimé en décibels, correspond chaque seuil, puis relié par des flèches, chacun d'entre eux a sa définition. Autrement dit, si on veut simplifier cette consigne, vous devez m'indiquer vous devez m'indiquer le niveau de décibels enregistré pour chacun de ces seuils. Quel est le niveau de décibels pour le seuil de douleur, pour le seuil de danger, pour le seuil d'audibilité. Après avoir fait cela, vous devez relier chacun de ces seuils à la bonne définition. Donc, il y a bien évidemment une définition pour un seul seuil. Toujours dans les paramètres de dangerosité, vous devez me retrouver les deux paramètres qui vont conditionner la dangerosité d'un bruit. Et pour cela, vous allez devoir vous aider du document 3 que je ne détaille pas plus car il ne présente pas beaucoup de difficultés. Pour terminer la séance 1, on va passer à l'activité 4, donc le mécanisme de perception auditive. Notre objectif à nous, va être d'essayer de décrire ce mécanisme. Donc, le document 4 que voici est un schéma de l'appareil auditif. Alors, premier élément, il doit y avoir, c'est même sûr, il y a une erreur dans le document que vous avez, vous, imprimé, si vous l'avez déjà eu en version imprimée. Donc, il doit avoir écrit horaire externe ici. Donc, c'est une erreur du document. Je l'ai corrigé sur ma vidéo, mais peut-être pas dans le polycopier. Donc, si ce n'est pas le cas, remplacez ici sur votre polycopier oreille externe par oreille interne. Donc, notre appareil auditif est divisé en 3 parties. L'oreille externe, que tout le monde connaît au final, c'est la partie, j'ai envie de dire, visible. Enfin, c'est la partie visible de l'appareil auditif avec le pavillon, le conduit auditif et enfin le tympan qui est à la jonction entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Le tympan étant la structure de l'appareil auditif que vous connaissez le plus avec bien évidemment le pavillon. Petite anecdote, il faut signaler que le pavillon que voici pourrait être, je dis bien pourrait être considéré comme une seconde empreinte digitale. Il y a autant de pavillons d'oreilles différents qu'il n'y a d'humains. En fait, pendant le développement de l'enfant, pendant le développement du fœtus, puis le développement de l'enfant, le cartilage du pavillon va prendre une forme différente. Si vous regardez votre voisin, peut-être vos parents, en fonction de où vous faites exercice, vous verrez que nous n'avons pas tous les mêmes oreilles. Donc en fait, il y a pratiquement autant d'oreilles, autant de cartilage d'oreilles qu'il y a d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire environ 7 milliards. Ok. Voilà, donc vous avez ce document avec différentes légendes. Donc l'oreille moyenne, où l'on va retrouver 3 os. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Ce sont 3 petits os qui vont avoir un rôle d'amplificateur. Donc l'onde sonore va pénétrer dans le conduit auditif, va faire vibrer la paroi tympanique, donc va faire vibrer le tympan, qui en vibrant va faire résonner, va faire vibrer les 3 os, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. L'objectif de ces os va être en fait d'amplifier l'onde sonore pour ensuite la transmettre à l'oreille interne et son organe qui est appelé la cochlée. Donc on dit que c'est un organe en forme de limaçon, en forme d'escargot par rapport à sa forme. Au sein de cet organe, on va retrouver des cellules particulières que l'on verra dans la deuxième séance. Une fois que l'onde sonore est arrivée jusqu'à la cochlée, jusqu'à ce fameux limaçon, l'onde sonore va entraîner en fait un mouvement de liquide à l'intérieur de la cochlée et va ensuite activer le nerf auditif que voici. Ce nerf auditif va rejoindre votre cerveau et va vous dire j'ai entendu un son de telle intensité qui provenait de telle direction à telle distance. Donc une fois que l'onde sonore, que le son est arrivé jusqu'au nerf auditif,
On n'est plus sur de l'onde sonore, hein. Ici, c'est une onde sonore. Ici, on va avoir les déplacements de liquide à l'intérieur de la cochlée. Puis enfin, on va passer dans le nerf auditif. C'est-à-dire qu'on va avoir un message électrique qui va se former à ce niveau. Le message électrique, donc en fait le message nerveux, va rejoindre le cerveau. Et c'est votre cerveau qui va analyser le son, qui va dire de la distance, etc. Comme j'ai dit il y a quelques secondes. En plus de ce document, vous avez une vidéo que voici. Comme tout à l'heure, pour accéder à la vidéo, soit vous tapez le nom de la vidéo dans la barre de recherche YouTube, soit vous cliquez sur le lien, soit vous scannez le code. Vous allez devoir me tracer le trajet du son dans l'appareil auditif. Donc, vous prenez ce schéma, vous prenez du rouge, puisqu'à mon avis, on ne verra pas avec le schéma en noir et blanc, et vous me tracez le trajet du son dans l'appareil auditif. Et enfin, dernier document, dernière question de la séance 1, vous allez devoir compléter le document 5 à l'aide de la vidéo précédente et à l'aide du schéma que vous venez compléter. Donc, tous les mots, tous les pointillés correspondent au fait à des légendes, à certaines légendes du schéma et de la vidéo que vous allez devoir replacer dans ce texte. S'il y a des mots qui vous posent problème, n'hésitez pas à aller chercher leur définition sur Internet plutôt. Ça veut dire dans un dictionnaire plutôt sur Internet. Quel autre mot pourrait vous poser problème? Je pense qu'il n'y en a pas. J'ai parlé de l'influx nerveux, le message électrique. Oui, alors, les cellules ciliées. Donc, ce sont ces fameuses cellules, donc ces 15 000 cellules ciliées qui, si elles sont abîmées, si elles sont détruites par un bruit trop élevé ou par la répétition de bruits trop élevés, si on perd ces cellules, si on abîme, si on dégrade ces cellules, c'est à partir de ce moment-là que l'on va commencer à avoir des répercussions sur notre audition. Voilà, du coup pour les explications du document 5. N'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois si cela vous pose problème pour faire les exercices. N'hésitez pas à travailler à plusieurs. Et n'hésitez pas aussi à demander l'aide de l'AED, de l'assistant pédagogique ou encore de vous renseigner au CDI. À bientôt.